On est en train de perdre la notion d'identité et de risque dans ça. Donc effectivement, au plus ça va aller, s'il y a un truc qui marche à Marseille, au plus ils vont se faire des choses dans le même, jusqu'à ce qu'ils épuisent le filon et qu'ils repartent sur un nouveau. Il y a des gens corrects, il y a des gens qui ne le sont pas, mais il y a des bonnes personnes, des vrais. Mais bon voilà, je mettrai en numéro 1 Olivier Marchal, qui est une personne adorable. Très important pour ceux qui regardent ce podcast, faites surtout le bon choix du coproducteur et de la personne qui, au départ, surtout qui va faire le même film que vous. Hello tout le monde, c'est Samuel. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 8e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité à la musique dans la peau et le cœur qui bat pour le 7e art, Fabien Fradione. Bienvenue Bonjour. sur le fauteuil de Ciné Massilia. Merci de l'invitation. On est ravis de t'avoir avec nous, on va parler de plein de sujets. Mais avant, on va commencer avec un objet que tu as ramené. Je te laisse nous le présenter. Alors, l'objet que j'ai ramené, c'est la BO de Communément, parce que ça reste un point axial de ce que j'ai pu faire, de mes différentes casquettes, de mes différentes vies, on va dire, puisque le joint, le côté de la musique où j'ai fait du management et de la production pendant des années, et le passage à un moment donné vraiment dans la partie production, c'est la première fois que je coproduisais dans le cinéma, mais aussi j'ai produit la BO avec Aïcha et avec Akhenaton. Donc cette BO, on a mis nos maisons, on avait les banquiers à l'époque à Marseille, c'était pas simple. Donc voilà, on a pris tous les risques pour faire cette BO et c'est une des plus belles aventures humaines que j'ai vécues. On va parler du film Comme un aimant évidemment un peu plus en détail, mais avant ça, c'est vrai que dans ce vinyle, tout est regroupé, cinéma et musique. Ouais. Et cette double passion, elle est arrivée très tôt, durant l'enfance. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, maman nous a menés au cinéma. Il y avait ce petit cinéma dans Châtel, en Haute-Savoie, où on allait, tout petit cinéma de village, où on allait voir des films, on allait voir surtout Il était une fois dans l'Ouest. En général, moi, à l'Ouest, je voyais que 1 heure. J'étais vraiment gamin, j'avais 6-7 ans. Donc, mais après, on est allé le voir plusieurs fois, parce qu'en général, l'été, il passait un truc. Donc, très vite, on est tombé amoureux des films de Sergio Leone, que ça soit Était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne, qui était ce culte. Et ce lien entre musique et cinéma, et la musique comme acteur d'un film. Ouais, c'est quelque chose que tu partageais en plus avec ton frère, qu'on connaît sous le nom d'Akhenaton, Ennio Morricone, sur le disque vinyle à la maison. Vous vous imaginiez quoi? Écoute, on s'imaginait pas. On était des vrais passionnés, parce que maman était une passionnée de musique. On avait une platine vinyle. Alors chez papa, c'était, je me rappelle le disque, les 45 tours de Salutation d'Adriano Celentano. Voilà, d'Adriano Celentano. Et maman, elle était très Bob Marley, tout ce qui était Santana, et elle avait acheté la BO aussi de tout ce qui regroupait les titres de Sergio Leone. Voilà. De Ennio Morricone, excuse-moi. Ouais, ça a été le point de départ, finalement, cette curiosité, cette découverte. Et petit à petit, tu t'es dit, je vais en faire mon métier, ou c'est venu un peu plus tard? Non, pas du tout, parce que moi j'étais dans des métiers. Moi, je suis parti sur des écoles, des bac général, bac B, donc je restais général parce que je savais pas ce que je voulais faire. Je savais que j'aimais le lien avec l'humain, avec les personnes, et que je suis allé en BTS de commerce après dans ça. Et c'est du BTS de commerce qui m'est venu le lien, parce qu'en fait, très tôt, moi je suis venu au rap de force, puisque Philippe écoutait de la musique, du rap dans la chambre, on va dire. Et donc, quand lui, il a pris son envol et il a choisi en 87 d'arrêter ses études, de faire du rap, moi j'ai continué, et en fait, on s'est retrouvé sur une des actions que je voulais faire dans le cadre de mon BTS, et j'ai monté un concert au profit d'Ayam et au profit de Heads Provence, avec Ayam et MC Solar, et ça a été le seul et l'unique double concert Ayam Solar. Et donc, quand j'ai continué mes études, après j'ai arrêté, j'ai dit, en fait, qu'est-ce qui m'a plu, c'est ça. J'ai voulu revenir vers ça. Et en fait, mon frère m'a proposé de monter un label, mais à l'époque, je ne m'y connaissais pas assez pour monter un label. Et qu'est-ce qui a fait qu'après, tu as eu les connaissances? Tu as appris comment? En fait, après, je suis rentré parce que je connaissais un peu. J'ai arrivé d'école de commerce. Il y avait une petite boutique à Marseille qui était rue de la Palue, avec un mec qui s'appelait Grand Jack, qui était venu de Paris, qui s'occupait aussi de la sécurité à Marseille, qui s'appelait un groupe des Buffalo, et qui faisait beaucoup de sécurité sur les concerts de rap, qui était naissant au départ.
départ. Hein. Et en fait, ils avaient commencé à créer des t-shirts avec l'effigie d'Ayam et tout, mais c'était fait de manière totalement amateur. Et nous, on a dit, on va monter une structure, on va la monter de manière professionnelle, avec les 6 membres du groupe associé, le manager de l'époque, et mon associé et moi. Et on a commencé à fabriquer des t-shirts. Et la première cargaison, qui est des t-shirts où nous a été volé dans la voiture en bas de chez nous, juste avant de partir en tournée. Voilà, c'est raconté dans un morceau qui s'appelle Au quartier de Akhenaton. Voilà. Ah ouais, sacrée anecdote, effectivement. Parce que la musique au cinéma, c'est venu pour toi et Akhenaton avec un film en particulier, Taxi, donc forcément tourné à Marseille. Ah ouais. Comment est-ce que Luc Besson t'a approché pour que Akhenaton fasse la BO? Ah ben, si tu veux, on était, quand il est venu vers nous, on était fin 97. On avait toujours, on était en plein succès de l'école du micro d'argent qui vendait un album. On n'avait pas joué dans ce Mia dans cet album-là, et en fait, on est arrivé avec un album assez sombre, avoir un énorme succès avec des choix, beaucoup toujours basés sur l'image où le clip avait une énorme importance. On a privilégié toujours déjà à l'époque l'image parce que ça venait de Bad Boy de Marseille qui avait fait exploser déjà le titre de Bad Boy de Marseille grâce aux radios, grâce à la télé que grâce aux radios. C'est M6 qui diffusait. Et en fait, Luc Besson, malin comme il est, marketeur comme il est, il savait qu'il voulait faire, il avait ce projet entre les mains d'idée originale de Taxi. Il avait un mec qui s'appelait Pires, Gérard Pires, et en fait, il est arrivé à Marseille en disant voilà, je vais vous proposer un film, c'était pas monté, il nous projette le film au cinéma l'Alhambra, des quartiers, je me rappelle toujours ça, c'était juste avant les fêtes de Noël. Il dit voilà, j'aimerais que vous fassiez la musique, on fait un deal. Vous me faites la musique gratuitement pour le film et vous exploitez vous gardez 100% des éditions et 100% du truc. Et comme ça, on est parti, on a produit notre première BO. Et comment elle s'est composée, cette bande originale? Parce que lui, il a travaillé sur tout ce qui était la partie instrumentale. Il a fait venir un panel d'artistes pour venir poser les textes. Exactement. Ça s'articulait comment? En fait, c'est Luc Besson, ça a quand même pas mal suivi parce que pour mon frère, c'était la première synchro, on va dire ce qu'on appelle de la synchro et du score. Donc, il avait son petit studio au fond du jardin où on a fait aussi l'enregistrement de l'album de Passy, où il a produit une grosse partie de l'album de Passy. Et Luc Besson venait régulièrement driver, il faisait des compositeurs. Après, on invitait au choix par choix les artistes sur les différents titres, il leur proposait et on a rajouté au fur et à mesure des artistes et on a eu quelque chose qui était assez cohérent et qui imaginait bien Marseille. Et c'est Besson, s'était pas trompé parce que lui, il avait la formule dans la tête de faire Besson, Marseille plus Ayam, j'ai une formule gagnante, ce qui était le cas en 1998. Ouais, clairement. Et ça a donné envie de continuer à faire de la musique de film après? Tout à fait, parce que Akhenaton avait dans les cartons le projet de Comme un aimant, et Comme un aimant, donc le fameux vinyle. Et donc, en fait, il était très tôt, après avoir fini la BO de Taxi, on a très vite enchaîné sur le tournage. La BO est sortie, je crois, en 98, et le tournage de Comme un aimant a commencé pendant l'été, juste après la Coupe du Monde, pendant l'été 98 de Comme un aimant, et la BO, et après on a enregistré, donc une fois que le film a été fait, on a fait une BO, et là on a été encore plus ambitieux que le projet de Taxi. Ouais, le film est sorti début des années 2000, hein. Peut-être même en 2000, je crois. Il est sorti en 2000, il est sorti mai 2000, il y a eu 2 sorties, en premier dans le Grand Sud, on va dire, et après dans le reste de la France, parce que nos chers amis parisiens pensaient toujours qu'on peut traiter les gens du Sud différemment, voilà, que le truc. C'est-à-dire différemment? Non, c'est-à-dire que quand, de manière assez juste, quand par exemple on sort le titre Je danse le Mia, on pense que ça va parler à personne ou que ça va parler qu'aux gens du Sud, alors que ça a été un succès national. Des fois, on va dire l'identité régionale rayonne plus que quelque chose d'édulcoré. Complètement. On va revenir sur Comme un aimant, mais avant ça, il y avait un autre réalisateur aussi qui voulait Ayam. Ça n'a pas pu se faire, tu vas m'expliquer pourquoi. C'était Olivier Dahan pour son film Déjà mort. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas abouti? En fait, Olivier, il faut savoir historiquement, c'est que Olivier est très lié au groupe parce qu'Olivier, il a fait un premier documentaire alors qu'il était encore étudiant sur Akhenaton quand il écrivait sur les tout débuts d'Ayam. Le premier album n'était même pas sorti et ensuite Ayam l'a sollicité pour faire les clips de Tam Tam de l'Afrique et de Planète Mars. Et en fait, ça a lancé quasiment la carrière d'Olivier. Olivier, ensuite, il est resté très proche du groupe et naturellement, quand il va faire son premier film qui se passe à
à Ciotat, parce qu'Olivier est originaire de sa famille est de la Ciotat, donc en plus les frères Lumière, le cinéma, bon, voilà, s'il y avait quelque chose de biologique, il m'envoie le scénario. Moi, c'est le premier scénario que je lis, qui est déjà mort, qui se passe donc en partie à la Ciotat et en partie à Nice, et je dis, c'est ça que je veux faire en fait. C'est mon premier vrai lien, donc là on est pareil dans les années 98, 99, c'est mon premier vrai lien au cinéma, autre que par la musique, on va dire vraiment par le scénario. C'est le premier scénario que je lis, j'avais trouvé ça extraordinaire. Malheureusement, on lui envoie des maquettes, on était en plein au milieu entre la préparation de Communément, mon frère faisait l'album de Passy, voilà, c'était un peu compliqué à mener, et malheureusement c'est pas fait. Et l'histoire qui est rigolote, c'est que je l'ai su quelques années après, c'est que c'est Bruno Coulet qui a fait la musique, sur Bruno Coulet qui va être samplé par Shuriken sur le titre Samouraï. Du coup, on va le rencontrer pour faire Communément. Et après, je travaillerai de manière étroite avec lui. Donc c'était un manque de temps finalement pour travailler sur C'était plus la un manque BO. de temps, ouais, exactement. Ok, pas de regret du coup. Pas de regret spécifique, parce que c'est comme ça quand ça se fait, c'est la vie. Olivier n'a pas gardé de grief de ça. Exactement. Tu parles de Bruno Coulet, qui est quand même un compositeur majeur dans le cinéma français. On peut citer Les choristes et tant de films, par exemple. Je sais que ça a été une rencontre importante pour toi. À quel point? Bruno, déjà, c'est une rencontre importante parce que Shuriken avait pas mal samplé dans l'album où je vis, et Bruno avait adoré ce que j'avais fait Shuriken. Du coup, on a eu une négociation qui était très simple au niveau des droits. Tu sais, quand tu as les droits à négocier, que ce soit les master use et les droits d'édition, ça s'était passé de manière impeccable. Donc après, il avait une BO, il devait faire le générique de fin d'un film qui s'appelait Belle Maman, je crois, et qui est avec Stomy Bugsy et Catherine Deneuve. Il voulait que Hayam fasse la musique de fin, et donc la rencontre se fait via notre éditeur. Et là, à ce moment-là, bon, ça se fait pas, mais à ce moment-là, Akhenaton cherche un co-compositeur pour Communément et propose à Bruno Coulet de venir participer. Là, j'ai une des premières photos où on arrive en studio, on ne sait pas où on va, quoi. Mon frère est en train de composer sur un petit QY, c'est un truc où il fait d'ailleurs la musique de Belzun's Breakdown, des pianos, et Bruno, et là, c'est le départ de la collaboration, et à la fin de Communément, Bruno, on se retrouvera, me proposera d'être son agent, et je serai son agent pendant 4 ans. Ouais, cette autre tâche que tu as accomplie au cours de ton parcours professionnel et qu'on va évoquer, on arrive à ce moment, à ce film Comme un aimant au début des années 2000, qui a marqué un peu les esprits à l'époque, et on en parle encore aujourd'hui. Comment est-ce que ce film il est né? Donc il est coproduit avec Why Not Productions et Squad, tu le coproduis donc avec ces deux sociétés-là. Quelle a été l'étincelle de départ? L'étincelle de départ, c'est le titre L'aimant. C'est le titre L'aimant qui a été, quand on parle de hip-hop de rue ou de street credibility dans le hip-hop, si vous avez ce titre L'aimant, c'est un des premiers morceaux qui parle vraiment de la rue, quoi. Dans ça où Akhenaton raconte une histoire, c'est un des morceaux qui est dans Ombre et Lumière, mais un morceau solo d'Akhenaton, donc qui raconte cette histoire-là, et cette notion que tu peux t'échapper du quartier, mais que le quartier te fait toujours revenir à toi. Et à cette époque-là, Akhenaton était très proche de Kamel Saleh, et ils avaient Kamel Saleh, un grand passionné de cinéma, et un bon réalisateur aussi, puisqu'il a fait des documentaires et tout après derrière. Ils se sont retrouvés à travailler ensemble sur l'écriture d'un scénario et à le signer. Et alors, c'est super. Moi, au départ des négociations, j'y étais pas. Ils vont se retrouver à signer avec... En fait, c'est avec Pascal Cocheteux. Pascal Cocheteux, c'est un des grands ponts du cinéma. C'est Why Not Productions, c'est une palme d'or tous les 2 ans ou 3 ans. Surtout, c'est un supporter du PSG quand même, fervent. Il est pas, c'est un peu la bourgeoisie de gauche parisienne, on va dire. Mais super mec, hein, mais passionné de cinéma. Mais quand je les rencontre, que je les vois ensemble, je dis comment ça fonctionne avec Akhenaton. Et effectivement, ça a été compliqué après parce que, en même temps, il avait fait rentrer Esquad, qui était à l'époque filiale de Canal+. Et c'est Nicolas Boukrieff qui embarque avec lui Richard Grandpierre, qui deviendra après un des plus grands producteurs français, puisque c'est Les Tuches, c'est beaucoup de films aujourd'hui. Donc Esquad dans cette histoire-là, et c'est Esquad qui fera la fin de la production et qui supervisera. Pascal Cocheteux se retirera un peu. Pareil, donc la BO avec Akhenaton, mais pas que. On a les psychiatres de la rime, Chien de paille, Karim Leroy, Millie Jackson, Bouga.
Ils sont tous venus d'un coup? Ah ouais, ça a été une aventure parce qu'en fait, le plus gros pari, il était justement parce que ce qui coûtait le plus cher, c'était d'enregistrer au départ les musiques. Il fallait avoir la matière première, Ça coûte les combien? cordes. Ça coûtait très cher par journée de À studio. peu À l'époque, près. il y avait des copistes. Je sais pas, là, tu prends la journée de studio, tu en avais pour 10 000 euros par jour, quoi. Quand tu étais en studio, les musiciennes, ça dépendait s'il y avait des musiciens ou pas. La log du studio plus le truc, c'était un gros. Pourtant, la BO, elle a coûté plus cher que le film à produire. D'accord. Ah ouais, la BO, mais elle a rapporté plus aussi. Heureusement, parce qu'on Ouais. aurait été On dans la l'écoute merde encore, grave, la musique. parce qu'on avait nanti nos maisons et tout pour la produire, donc c'était D'accord. assez chaud. Ok, ouais, très intéressant. Donc, si tu veux, pour te dire l'évolution, c'est que on avait les artistes donc il y avait la musique à enregistrer. Les artistes marseillais, on les avait, puisqu'on les avait soit en édition, soit en management, soit en production, puisque les artistes ils étaient répartis sur les trois structures qu'on avait à l'époque. Et après, la discuter, c'est d'avoir les artistes américains. Et là, on était tombé sur un mec extraordinaire qui est décédé il y a 2 ans, qui s'appelait Antoine Chouchani, et qui avait tout le lien avec tous les gens de la soul. Et il y avait sa femme Irène Barnes qui a fait toutes les voix témoins. Donc Akhenaton a écrit, elle a traduit les paroles, et elle faisait musique témoin, et on a envoyé au Millie Jackson, au Dennis Edwards, aux autres qui ont accepté, tous. Contrepartie, pareil, il a fallu aller à New York avec des chèques aussi. Génial, ouais, effectivement. Donc avec cette aventure cinématographique, tu t'installes de plus en plus dans cette industrie, donc tu rencontres davantage de monde. Et de 2003 à 2004, tu vas commencer à manager des auteurs. Donc il y a Ahmed Hamidi, Laurent Djenka, Titoff. Qu'est-ce qui t'attire dans cette activité et qu'est-ce qui te plaît? Ben, si tu veux, quand je travaille avec Bruno Coulet, je rencontre déjà, il fait 5-6 films par an, donc je rencontre toute la production. Je rencontre des bons mecs, je rencontre des fous, je rencontre de la folie, de la passion qui est en train de se perdre dans la musique. On est en train déjà de basculer avec des mecs. Moi, je viens de l'école d'une fille qui s'appelle Laurence Souitou qui m'a appris on ne vend pas un disque, on ne vend pas un single, on ne vend pas un artiste, on vend une histoire. Donc tu partais de ce truc-là. Là, on était parti, on était en train d'arriver fin 2003 à des mecs qui vendaient plutôt des tranches de saucisson qu'autre chose. Donc moi, dans le cinéma, quand je suis parti dans le cinéma, que je commençais à négocier pour Bruno Coulet, j'ai découvert vraiment, j'ai retrouvé cette passion. J'ai dit en fait, je commençais à faire ça. Je vais continuer à faire ce que je sais faire, mais aussi basculer de ce côté-là. Et j'ai commencé à manager les auteurs via surtout une personne qui est Laurent Djenka, puisque quand j'ai lu ce scénario, je suis tombé assez fan. Moi, j'ai besoin je suis un bon vendeur quand j'y crois. Voilà, je suis un très mauvais commercial, mais quand j'y crois, je suis un bon vendeur. Et comment ça se passe donc avec eux? Qu'est-ce que tu fais pour eux exactement? Ben en fait, ils écrivent des scénarios et moi derrière, via mon réseau qui est déjà assez grand à l'époque puisqu'il commence à chevaucher entre musique et cinéma, je vais rencontrer, je vais vendre ces projets-là. Il y a un des premiers projets que je vendrai de Laurent Djenka en 2007 qui s'appelle À 10 minutes de la plage qu'on fera et qui fera un carton sur TF1 en l'occurrence. Et on manque faire une super VO une super série qui s'appelle Cogno qu'on a failli faire pour Canal+ à l'époque. D'accord. Et est-ce que c'est cette activité-là qui te donne envie après de te lancer dans une boîte de production? Ouais, c'est-à-dire Être qu'après, plus structuré. après, on arrive dans des années on arrive dans des années très compliquées. Là, je dors. Je travaille en ce moment sur une histoire de série qui va Ouais, raconter on va en parler, cette bien sûr. histoire. Mais là, je dors du hip-hop. Il dure peu en fait. Il dure 96, 97, 98. Fin 98, on nous dit les radios généralistes disent c'est fini. Nous, on arrête de jouer du hip-hop. On le laisse à Skyrock. Donc, on est dans le ghetto. On en est sorti. On nous a remis dans un ghetto de luxe qui était Skyrock. Sauf que nous, on était il a fallu trouver une manière de communiquer différemment parce qu'on nous disait que les rappeurs à 30 ans, ils étaient finis. On nous disait que les rappeurs, quand ils ont gagné du pognon, ils peuvent plus avoir d'idées, ni conviction. C'est des grosses conneries de dire les deux. Et en fait, c'était vraiment de basculer pour aller retrouver la passion que j'avais perdue dans la musique, de la retrouver dans le cinéma. Ouais. J'ai aussi l'impression, là, depuis qu'on discute ensemble, qu'on fait moins appel à des rappeurs aujourd'hui pour faire les BO de films. Je me trompe? Non, parce que ça a toujours été compliqué de travailler. Tu sais, il y a des spécialistes de BO et des gens qui savent faire. Dès qu'il y a eu des aventures, des producteurs qui ont voulu s'aventurer avec des artistes autres pour faire des BO, en général, ils se sont tirés les cheveux parce que tu demandes. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur la BO de Rivière Pourpre. Il y a eu un changement de montage. Bruno Coulet, la productrice avec qui je suis resté très pote, c'était
c'était Légende Film, c'était Catherine Maurice, m'avait dit, Fabien, voilà, il faut tout refaire en partie, on donnera un petit cachet supplémentaire à Bruno. Et ça, tu dis ça à un artiste qui a sa carrière à côté, qui a sa tournée ou autre, c'est compliqué. Quand c'est son métier qui ne fait que ça, et en plus, il a l'habitude de travailler dans ça. Le premier meilleur exemple, tu demanderas si tu arrives à le toucher, ou les héritiers du film La Folie des Grandeurs, c'est Michel Polnareff. Oui, bien sûr. Oui. Alors la BO, elle est autant extraordinaire, mais moi j'ai vu des reportages dessus. Les producteurs, ils pensent avec lui en plus, ils sont devenus fous complètement. Ils ont rendu chef. Donc c'est vrai que c'est des exercices un peu imposés. Et dès que tu sors de ces exercices imposés, ça devient difficile. Et il y a un autre élément aussi qui rentre en jeu. N'oublie pas un élément important, c'est que la musique, c'est le parent pauvre du cinéma en France. Aux États-Unis, ils mettent des budgets énormes. Ils ont un music director qui est dessus, qui suit les histoires, ils travaillent les BO, ils en font un instrument en général. En France, le producteur, quand il a fait sa marge et qu'il doit dépenser de l'argent un peu pour la musique, au moins il dépense, au mieux c'est. Et si sur certaines, moi j'en ai vu certains, que s'ils avaient pu payer leur musique au maître, ils auraient payé la musique au maître. Et comment on explique ça? Pourquoi on veut pas mettre le budget? Culturel d'un côté, et d'un autre côté, c'est aussi que tu es exploité sur moins de si tu veux prendre une super synchro d'un titre, parce que pour moi une bonne BO, c'est des titres synchronisés existants qui sont super, et des titres, un bon score et des titres originaux. C'est le mélange des trois, peut-être sûrement et les titres originaux en titre de fin. Tu vois, c'est comme Neyman, c'est un autre exemple. Je trouve qu'il y a des BO qui sont fantastiquement équilibrés, qui font, tu vois, c'est les Marvel qui ont beaucoup fait ça. Quand tu prends les Gardiens de la Galaxie, il y a un mélange de score et à la fois de synchronisation qui est tout à fait exceptionnel. Quand tu vois les budgets qu'ils mettent dedans, mais eux, ils exploitent dans le monde entier. Donc l'amortissement, si tu veux, quand ils achètent la synchro en master use et en droit d'édition, c'est plus rentable que quand tu le fais en France. Ouais, on va parler de l'aspect économique, l'aspect économique chez les producteurs, mais je voudrais rebondir sur les Rivières pourpres. Tu m'as dit qu'il fallait refaire la BO. Pourquoi? C'était la direction artistique qui n'était pas la bonne? Alors c'est pas la BO, c'est le score. C'est le score spécial. Le score, c'est la musique qui accompagne le film. Avant qu'il sorte la BO, c'est l'instrument commercial. La bande originale du film, c'est l'instrument commercial que tu trouves là. Ça, c'est la BO. D'accord. Et le score, c'est ce qui accompagne non, mais c'est parce que des fois, il y a des montages si le montage change complètement, il y a des musiques qui sont calées et que tu dois refaire totalement. Très bien. Donc aujourd'hui, tu es producteur, tu as ta propre boîte, Paez The Film, si je le dis bien. Ouais. Depuis 2020, ça implique quoi au quotidien d'avoir sa propre boîte de prod? Ça implique que moi je suis parti quand j'ai arrêté. Tu me posais la question tout à l'heure. Quand j'ai arrêté le management et que je suis sorti de la musique, j'ai arrêté brutalement. Ce qui a été peut-être une connerie de mon parcours. En 2012, j'ai arrêté. Donc, parce qu'il y avait tout qui était lié. Je travaillais avec des amis, avec la famille. Quand ça s'arrêtait, j'ai voulu passer totalement à autre chose, reconstruire totalement. Et je suis parti dans le cinéma et assez rapidement, j'ai réussi dès 2014-2015 à lever des fonds, à financer des développements, et même mettre en coproduction avec Pathé sur un film qui s'appelait Une idée originale de Faflarage, à partir d'un titre de Faflarage qui s'appelle Ma meuf Shinkaira. Je signe un codev copro avec Pathé, et on développe ça. Après, il y a eu le confinement, il y a eu des choix d'auteurs, et en fait, la volonté, elle était de dire, j'ai managé, j'ai servi des artistes, là, je vais travailler des auteurs. Si les auteurs, je ne suis pas content ou ils sont pas contents du truc, on peut à tout moment se séparer. C'était la liberté de pouvoir dire, j'ai une final cut sur un projet et je décide. Parce que quand tu fais de la musique où je travaille pour des artistes, c'est passionnant, mais le final cut, et c'est normal, c'est toujours l'artiste. Très intéressant. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est si long de produire un film? Pourquoi ça peut prendre des années de financement? Si tu veux, je l'ai découvert à mon grand regret. C'est parce que c'est un système qui est financé. Le cinéma est très financé. Et en fait, ils ont financé, jusqu'au confinement, ils ont financé beaucoup de cinéma d'auteur. Les gens qui étaient bien en place dans les commissions au CNC ont financé les copains. En fait, c'est un petit cercle dans lequel ils n'ont pas trop envie de voir entrer les autres. Comme c'est super financé, il y a une étape avant qui s'appelle le développement. Et le développement, tant que tu n'as pas mis en production, le développement, c'est la partie qui est à risque. À moins que tu sois quad, que tu aies une boîte de produits de publicité qui s'appelle Wiz avant, et que la boîte de publicité qui génère beaucoup d'argent soit le trésor de guerre de ta boîte de production. Moi, c'est pas le cas. J'étais pas sur des fonds propres, mais j'ai réussi à lever des fonds, ce qui est de plus en plus compliqué parce que derrière c'est des fonds en risque, parce que comme j'ai dit,
tant que un film n'est pas mis en développement, n'est pas mis en production, il vaut zéro. Tu as beau avoir mis 300 000 euros dans le développement et avoir payé 10 auteurs, si ton film, il y a quelqu'un qui dit aucun distributeur qui le prend et des chaînes qui préachètent, donc il y a tout un process après dedans et c'est si long parce que comme c'est financé, après chacun dit la sienne. Donc chacun intervient. Une fois que tu as trouvé le distributeur, dit ouais, c'est bien mais il faut faire ça. Les acteurs vont dire c'est bien, il faut faire ça. Les chaînes vont dire c'est bien mais il faut rajouter ça ou il faut lever ça. Donc si tu n'as pas une idée directrice, tu peux commencer un film A et finir avec un film Z. Forcément, ouais, c'est très évolutif. Toi, en tant que producteur, tu recherches quel film précisément? Alors moi, je me suis centré sur quelque chose qui est ma spécialité et qui résume ça et qui naît de ça. C'est beaucoup je pense que dans le monde dans lequel on est, il faut être dans une masse de films. Et quand tu penses qu'il sort 10 films par semaine, j'ai toujours eu la conviction déjà il y a 10 ans qu'il fallait être identifié. Et pour s'identifier, il fallait avoir des titres qui parlent aux gens, qui te parlent sur l'inconscient collectif. Donc j'ai un titre développé un film qui est autour du titre de Michel Delpech quand j'étais chanteur. Voilà, il fallait avoir, mais bon, il y avait Gianoli, il l'avait déjà fait, donc il fallait trouver notre titre. Tu vois, il faut avoir toujours des identifications assez fortes. Et je pense, moi, je suis à cheval entre la musique et le cinéma, et je pense que c'est l'un qui va avec l'autre. C'est ma spécificité, c'est développer des films dans ce cas, mais ce n'est pas que ça, puisque j'ai des projets de séries documentaires, des projets d'unitaires, il n'y a pas que ça, mais j'ai beaucoup développé, mais vous avez devant vous un producteur qui n'a pas mis en production encore, donc c'est important, et ouais. C'est plus de 10 ans après avoir commencé. Mais tu es obligé finalement d'avoir plein de projets en parallèle. Tu es obligé, alors ça tu peux pas te concentrer sur un seul. C'est compliqué parce que ça fait toujours peur un peu aux gens quand tu dis je développe beaucoup de projets. Ça peut penser, il faut garder une dynamique, c'est-à-dire tu peux pas être partout parce que sinon tu t'éparpilles. C'est de l'investissement, mais il faut avoir 3 projets axiaux et après derrière une dizaine d'autres projets que tu fais vivre, que tu peux lancer si tu as des opportunités. Et comme on disait tout à l'heure avec la personne qui a généré ce beau podcast, notre métier, c'est prendre le temps de perdre du temps. Et des fois, tu as un projet auquel tu penses pas, mais que tu as un truc, d'un coup, dans une discussion, tu vas te mettre à en parler et tu vas le faire vivre. Complètement. Et quand on est basé à Marseille, finalement, est-ce qu'on n'a pas plus d'opportunités? Parce qu'on n'arrête pas de dire que Marseille est une ville de tournage, ce qui est indéniable, bien évidemment. Est-ce que tu rencontres des difficultés? Mais bien sûr, je pense que rien n'a trop changé à ce niveau-là. On a notre bon héritage jacobin et centralisé de la France où tout se passe à Paris. Il n'y a rien qui a changé. Encore aujourd'hui? Bon, bien sûr. Vraiment? Maintenant, toutes les boîtes de production sont installées, toutes les maisons de disques sont installées en haut, toutes les chaînes sont installées en haut, les départements, j'étais à l'INA la dernière fois, c'est une délégation régionale, alors je ne suis pas tout, mais le pouvoir, l'important, c'est où prend-on les décisions? Alors ici, on prend des décisions chez Gaumont, qui décident de tourner Pax Massilia à Marseille, mais ce n'est pas produit par une boîte marseillaise. C'est Gaumont qui produit. Même la production exécutive est gérée, même la production pour le compte de Netflix. Même la production exécutive, très souvent, elle maintenant, à un moment donné, ça a été des boîtes marseillaises qui l'ont géré. Même ça s'est arrêté de moins en moins. Des gens comme le faisait mon ami et partenaire Cyril Solinas, qui gérait beaucoup de grosses productions pour des boîtes parisiennes. Aujourd'hui, les boîtes parisiennes ne délèguent plus la production exécutive. Donc, c'est-à-dire, il y a un sous-développement des structures locales. Ça veut dire que le système actuel ne fait pas profiter les Marseillais? Non, il faut profiter les techniciens marseillais. Les techniciens, oui. Les techniciens, oui, qui étaient obligés de partir à Paris et tout. Eux, le nombre de jours de tournage et autres, ils en profitent. Après, il faut qu'il y ait une volonté locale, il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut dire, moi, j'ai des bons rapports avec les gens de la mairie, mais par exemple, je leur dis, je me gêne pas, j'ai des incompréhensions quand on confie à une boîte lyonnaise, par exemple, l'organisation d'événements à Marseille. Parce que je ne verrai pas des Lyonnais nous confier à des Marseillais des événements pour la mairie. Donc, surtout les Lyonnais. En tout cas, c'est un point de vue très intéressant. D'un point de vue même un peu spectateur, quand tu vois les films, les séries, les téléfilms tournés à Marseille, qu'est-ce que tu en penses? T'as quel regard? Est-ce qu'on raconte pas toujours les mêmes histoires, par exemple? On est dans un système, si tu veux, c'est que pour sortir de l'ornière, aujourd'hui, on est face à des gens, moi je l'ai connu aujourd'hui, tu as deux systèmes. Tu as les radios qui font appel qui vont jouer les gens qui sont dans les 10 premiers des plus streamés,
Et tu as des algorithmes qui qui sont générés par des boîtes comme Netflix, Amazon ou autres, qui même aujourd'hui, même des France Télévisions, Info Rappel et tout, qui veulent contrôler ce que veulent les spectateurs. Donc, comme ils pensent contrôler ça, ce qui est le grand rêve de tout mec qui arrive du marketing, face à la musique, automatiquement, quand tu as ce système-là, tu te retrouves avec les mêmes choses qui se font et pas très de créativité. Quand tu arrives un peu hors du circuit, on dit, ah non, le public ne veut pas ça. Je dis, mais qu'est-ce que, je dis, toi, tu vas aimer un film que je vais détester, vice versa. On est en train de perdre la notion d'identité et de risque dans ça. Donc, effectivement, au plus ça va aller, s'il y a un truc qui marche à Marseille, tu vois, au plus ils vont se faire des choses jusqu'à ce qu'ils épuisent le filon et qu'ils repartent sur un nouveau. Mais moi, je pense comme dans le rap, il n'y a pas un rap, il y a des raps. Il devrait y avoir des cinémas ou des projets différents. Il peut exister Pax Massilia à côté d'autres choses à Marseille qui sont assez bien foutues. Complètement à côté de Guédiguian et Exactement. d'autres personnes. Ça cohabite plutôt bien ensemble, effectivement. Il y a un rayonnement à la région. On parlait en début d'interview donc de l'arrivée d'Akhenaton sur la musique de film, avec toi également. Il y a quelques années, on parlait d'un film tiré de Je danse le Mia. J'ai vu sur Internet avec Michael Youn à la réalisation et Ryan Bensetti au casting. Il en est où ce projet ? Ce projet, ça va être un peu mon joker. Je peux te dire d'où il est né, mais je peux pas te dire où il est né. Ok. Parce que c'est en cours. Il est né tout simplement en 93, je travaille à l'époque avec Titoff. On fait les chantiers tous les deux pour son père. Et on va écouter, mon frère nous propose d'aller écouter l'enregistrement au studio La Black à Aix de l'album Ombre et Lumière. Et il nous fait écouter un titre qui s'appelle Ultra Mia. Et ce titre-là, c'était à face B de Je danse le Mia. Il me fait délirer. Moi, je fais une projection directe. Je dis, ça me fait penser à John Travolta dans La fièvre du samedi soir, mais transposé à Marseille. Je danse le Mia, c'est Akhenaton raconte Marseille dans son macrocosme, et l'Ultra Mia, c'est le microcosme, c'est la peau d'un personnage qu'on connaissait en plus, qui passait tout le temps sur Afrique, une espèce de gitan qui était un peu calibré, un peu voyou, mais un peu charmeur, et qui gagnait tous les concours de danse de la région. Et en fait, il s'est inspiré de ce personnage, il se met dans la peau de ce personnage, et il campe. Je dis, ça me fait penser, et je pense qu'il aborde aussi tout le côté social de cette ville. Il n'y a rien à faire aussi non plus. Il y a tout à faire et il n'y a rien à faire dans les années 80. Et 20 ans après, quand je pars dans le cinéma en 2013, j'en parle avec Florence Sierry, et puis après je vais développer cette idée, et on va le signer je vais le signer en copro avec des personnes, mais ces personnes-là vont, comme je dis, tous les cons vont à la ville, mais eux ils sont allés à la ville, et ils ont pris le projet que j'avais, qui était une idée de faire un personnage, une vraie comédie sociale, comme l'est La fièvre du samedi soir, parce que La fièvre du samedi soir, ça parle beaucoup de social aussi, énormément de politique, de religion, du mal-être des jeunes, de la notion de réussite, de la notion d'exclusion de par tes origines, aussi avec tous ces Italo-américains là qui sont dans le quartier de Brooklyn. Et en fait, il se trouve qu'ils ont pris le projet, ils ont voulu en faire un Je danse le Mia, ce qui n'était pas du tout, et ils sont basés sur le titre, sauf qu'il y a eu un problème de droit dessus, et que je me suis battu avec eux pendant 3 ans pour essayer d'équilibrer un projet, et que finalement j'ai récupéré mon idée originale. On verra ce qu'elle devient. Excellent. Et ça s'est imposé très vite que ce soit Michael Youn ? Non, c'est pas imposé très vite. On a discuté. Moi, Michael, je le connaissais. J'étais un grand fan. Je l'avais incité à le faire venir dans le clip de J'ai vraiment pas de face, parce qu'à l'époque, j'étais un grand fan du Morning Live. Il me faisait beaucoup rire. Et après, il a fait et je trouvais que dans la manière dont il avait abordé la musique dans Fatal, avec une côté parodie et autres, un côté qui traitait aussi des aimants, je le trouvais très bon. Après malheureusement, mes coproducteurs de l'époque lui ont vendu quelque chose que je ne voulais pas vendre. Donc voilà, c'est des joies aussi, tes films n'aboutissent pas aussi, parce que très important pour ceux qui regardent ce podcast, faites bien, si vous voulez partir, faites surtout le bon choix du coproducteur et de la personne qui, au départ, veut faire le film, même hormis l'aspect financier, surtout qui veut faire le même film que vous. Complètement. Bon, en tout cas, on laisse 3 petits points de suspension pour cette aventure. Ouais. On aura la suite plus tard. Comme disait Dr. Dre, next épisode. Et on sera ravis de te recevoir à nouveau pour parler de ce projet, s'il aboutit, on te le souhaite. Il y en a un autre aussi en parallèle, c'est Entrée
Entrer dans la légende, de quoi ça parle? Entrer dans la légende, c'est né d'une histoire qui est toute simple. Je tombe sur un avocat à qui je raconte des anecdotes. Comme là, j'aime bien raconter ce qui s'est passé, les expériences. Et en fait, il arrive, il me dit, bien, tu devrais faire une série de ça. Donc, je pars au départ sur une série fiction, autour de l'univers des managers. Et en fait, très tôt, sous les conseils avisés de quelqu'un avec qui j'étais associé, avec qui je suis ami, qui est Dominique Farrugia, il me dit, tu devrais commencer par la partie documentaire. Et après, si la partie documentaire fonctionne, tu dois en faire de fiction. Donc, j'ai développé trois axes. Un projet qui s'appelle globalement sous l'entité Manager and Hip Hop Story. J'en ai tiré un côté Entrer dans la légende et l'autre côté Planète Mars qui sera la partie fiction qui sera très inspirée de mon parcours, mais qui se passera aujourd'hui en tirant des fils sur le passé. Et Entrer dans la légende, c'est vraiment c'est l'histoire extraordinaire de petits mecs ordinaires. C'est l'histoire de la route qu'a tracée Akhenaton, donc qui est mon grand frère, hein, qui grâce à sa passion, né d'un voyage d'une famille italo-américaine, des rencontres avec Phil Subrini à la radio, qui était pas loin d'ici, à la radio de la Marseillaise, Radio Sprint, et qui s'est retrouvé un jour à New York dans une boîte qui s'appelait le Latin Quarter. Il est revenu, il a dit, au lieu de rester là-bas faire du hip-hop, il est revenu en France, il a dit, je vais en faire mon histoire aux grandes dames de mon père en 87, parce qu'il a arrêté ses études. Et donc, je vais raconter de mon point de vue cette histoire, ce parcours, puisqu'après, je vais devenir manager et je vais vivre les années d'or et de comment on a vécu le lien, on en parlait tout à l'heure, Paris-Marseille, comment les liens, mais je vais l'aborder beaucoup aussi de la partie personnelle, mais aussi de l'aspect business et de la partie du rapport à la réussite, qui est très particulière en France. On a un gros problème avec cette partie-là. Exactement, donc ça va être très intime. Ça va être pas mal intime de mon point de vue à moi, dans les rapports aussi avec, obligatoirement, j'évoquerai les rapports avec mon frère, mais c'est-à-dire, c'est comment vraiment je l'ai vécu en tant que petit Marseillais avec son accent, qui se retrouve à Marseille, que tant que tu vends des albums, tu es très crédible, quand tu en vends moins, l'histoire, c'est autre chose. Ouais, c'est l'histoire d'une ascension. Et est-ce que tu as des souvenirs précis de moments professionnels où tu t'es dit, ce que je vis, c'est quand même extraordinaire? Si tu veux, un des plus meilleurs souvenirs que j'ai eu, c'est le premier, c'est en tant que manager, c'est quand j'incite, quand mon frère, je reprends parce que je vais assister à son enregistrement, on va le récupérer à Capri, parce qu'il a fini d'enregistrer Métèque et Math en 95. J'écoute cet album, je le découvre à Capri, dans ce studio, de la baie vitrée, je vois Moni Ischia d'un côté, je vois les Faraglione de l'autre, et je découvre cet album, je dis cet album il est extraordinaire. Il le sort, il vend assez vite 60 000 exemplaires, et puis après mon frère part à New York, enregistrer l'école du micro d'argent. Et quand je vais le voir en juin 96, il me fait écouter l'instru de Bad Boy de Marseille, je lui dis là c'est pas possible, pour relancer donc l'album, puisque l'album avait un peu stagné pendant 6 mois. Je dis là, tu me donnes le management, c'est moi qui m'en occupe. Et il était très réticent. J'ai compris après pourquoi il était réticent à me donner le management. Mais finalement, je l'obtiens. Il me dit, OK, si tu veux le management, il me dit, tu vas l'avoir. Il me dit, ta première mission, ça va être, j'ai Funky Family qui enregistre avec moi là à New York. Ben, ils vont rester à New York. Je vais les prendre en otage et toi, tu vas convaincre la maison de disques de faire le clip. Et du coup, je convainc, première nuit de manager, je passe ma nuit au téléphone entre Luca Minchilo, qui ne m'a malheureusement plus là, et Laurence Touitou. J'arrive à les convaincre de faire le clip. Nous voilà partis quelques semaines après à New York. Et quand j'arrive à New York, les 2 jours de tournage de Bad Boy de Marseille avec Funky Family dans ce New York en effervescence de la fin des années 96. Et ça reste un élément fondateur aussi de dire que la musique c'est bien, mais l'image c'est important. L'image c'est bien, mais sans la musique c'est rien. Et j'ai toujours cru que c'est l'alliance des deux qui fait la richesse. Et puis c'était avant-gardiste ce clip des Bad Boys de Marseille. Quand on le voit aujourd'hui, 6 minutes, aspect cinématographique. T'as des anecdotes de tournage, comment ça s'est déroulé? Alors, mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire parce qu'en plus, c'est avec Florence Siri, on tournait ça sur un week-end. On tournait en 2 fois 12 heures. C'est les équipes américaines, là-bas ils sont très syndiqués. Donc on commence à 8 heures. Je veux dire qu'à 20 heures, quand on préparait une scène, ils coupaient l'autre, ils préparaient les autres caméras. Et quand ils avaient fini de tourner, à 20h, je veux dire qu'ils fermaient tout. Hein. C'est vraiment, c'est très, alors ils sont très bosseurs, mais c'est très syndiqué. Et après, donc, c'était extraordinaire. La meilleure anecdote, c'est la scène où je suis devant il prend le plan de Il était une fois en Amérique, et il y a la poursuite en bagnole, et je suis là, je vois, il y a le Raluciano qui descend d'une échelle, comme ça, qui arrive, qui se met à cavale dans la rue, et qui finit sur le pont de face au pont, comme dans Il était une fois en Amérique. C'était exceptionnel. Ça, j'ai ça, à
vita aeternam. Et je me rappelle que le soir, je sors en boîte quand le clip est fini et qu'il y a cette musique qui résonne avec toute la boîte qui chante Killing Me Softly des Fujis. Donc ça reste mon plus beau souvenir professionnel ce week-end-là. Il y a de belles images. Et aussi d'autres rencontres. On a parlé de Bruno Coulet, mais est-ce qu'il y a des artistes ou des musiciens ou même un acteur où tu te dis c'est quand même énorme de le rencontrer? Ouais, mais moi, une plus belle rencontre humaine, c'est Olivier Marchal, parce que artistiquement et professionnellement, j'étais très pote avec son producteur qui était Cyril Combes-Justin, qui est malheureusement décédé trop jeune, qui est un des meilleurs producteurs français, un des plus fous, mais un des meilleurs, parce que dans ces métiers-là, il faut être fou, je pense, pour produire. Il était producteur à l'ancienne, comme on aime, comme il n'existe plus, clairement, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Je rencontre Olivier. Olivier, très tôt, on sympathise, et il propose à Kenaton d'ailleurs d'intervenir sur la BO de MR73. Très tôt, je fais le lien entre ça. Et il y a une autre personne qui est importante, que j'aime beaucoup dans ce métier-là et qui reste égal et que j'ai toujours vu, c'est Gilles Lelouch. Gilles Lelouch, c'est une anecdote. Gilles, je l'ai rencontré en fait de manière improbable, parce que Gilles, je suis en studio en train d'enregistrer le remix à Paris de J'ai pas de face et l'inédit de J'ai rien à perdre avec Laura Luciano. On est avec Laura Luciano en train de jouer à la console PlayStation, et dans le studio Guillaume Tell, il débarque deux jeunes qui s'appellent Tristan et Gilles, et c'est Gilles Lelouch qui veulent faire, pour leur dernière année de cours Florent, ils veulent faire l'adaptation du titre, c'est un brin de haine, ils veulent faire l'adaptation de ce truc-là pour présenter leur dernière année au cours Florent. Ça se fera pas pour une raison X ou Y, mais quelques années après, je retombe sur Gilles qui vient de sortir le film Narco, que j'ai adoré, que je trouve là le lien musique, image et tout, il communique mal dessus, ça reste un traumatisme pour lui parce que c'est sa première réalisation, et avec Gilles on va sympathiser, on va passer beaucoup de temps ensemble dans les belles années du Coste. Comme quoi c'est possible dans ce métier d'avoir des amitiés fidèles. Oui, ouais, il y a des gens corrects, il y a des gens qui le sont pas, mais il y a des bonnes personnes, des vrais. Mais bon, voilà, je mettrai en numéro 1 Olivier Marchal, qui est une personne adorable. Fabien, on entre dans le climax de cette interview. 3 questions pour conclure, pour te découvrir un peu autrement. T'es prêt? Ouais. Alors, la musique de film qui imprime parfaitement la pellicule. Ah, pour moi, c'est de La Samouraï de Hans Zimmer. Si ce n'est c'est une de mes BO préférées. Pour notre émission Cinéma Cilia, si on devait avoir une bande originale, ce serait laquelle? Je te mettrais un des titres d'Akhenaton, parce qu'il symbolise bien tout ce qu'on défend, et notre vision de défendre Marseille, c'est, je voulais dire, d'Akhenaton dans la BO de Comme un aimant. Au fond, pourquoi tu fais tout ce métier? Je le fais par passion, parce que j'y suis venu, parce que j'y crois toujours, et que même à 55 balais, j'ai l'énergie d'un jeune, on va dire. Bon, ça commence à user, mais la passion. Mais c'est vrai que j'ai découvert un métier d'endurance qui est le cinéma. C'est pour ça que je cours beaucoup. Exactement. On peut faire une petite parenthèse rapide. Si on parcourt ton Instagram, à chaque fois, il y a des kilomètres affichés. Ah, il y a des kilomètres parce que, en fait, si tu veux, quand je cours, je suis en train de réfléchir de comment je vais illustrer mon footing pour raconter une sensation, une idée, une musique qui m'a plu, un film que j'ai vu, une belle personne que j'ai rencontrée, l'anniversaire de quelqu'un. C'est ça permet de faire de la petite communication à son petit niveau. Carrément. On va conclure cet entretien, Fabien. Je vais t'inviter à mettre un petit mot sur notre logo que je vais te décrocher, qui commence à être bien rempli. Une petite signature, une petite précision, un petit mot, ce que tu veux. On va faire là, c'est bien. Il y a encore de la place, tu peux. Rien à perdre. Voilà. Magnifique. Hop. Je vais pas rajouter rien à foutre. C'est la phrase qui va avec derrière. Merci beaucoup Fabien, ça a été un vrai plaisir. Merci à toi, merci d'être venu sur le fauteuil de Ciné Massilia. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner, à liker, à partager auprès de vos connaissances. Comme ça, on peut continuer à vous proposer d'autres belles rencontres aussi inspirantes que celle avec Fabien. À très bientôt sur Ciné Massilia.